Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est un journaliste, fin connaisseur du monde arabe, du Mashrek, l'Orient et du Maghreb aussi. Auteur de ce livre Qatar, les secrets d'une influence planétaire en 100 questions, paru récemment aux éditions Talendier. Christian Chesneau, bonjour. Bonjour. Alors, Christian Chesneau, merci d'être venu à France 24 pour cette interview. C'est votre 4e livre sur le Qatar. Vous avez écrit avec Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, 3 autres livres, Qatar Papers, Nos très chers émirs et aussi Qatar, les secrets du coffre-fort. Pourquoi le Qatar ? Le Qatar, parce que c'est un pays fascinant. Qui n'existait pas il y a 20 ans et qu'on découvre aujourd'hui, j'allais dire, en pleine lumière, parce qu'il organise la Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Un pays donc fulgurant dans le ciel des relations internationales, un pays qui nous intéresse, nous Français, parce qu'il investit beaucoup en France, et puis un pays qui est majeur, parce qu'encore une fois, il est sur tous les fronts, diplomatiques, sportifs, économiques, médiatiques, culturels. Donc je trouve que c'est un pays qui est un peu un laboratoire de la mondialisation. On retrouve tout au Qatar, les bonnes choses et j'allais dire aussi les mauvaises. De la mondialisation, de la post-mondialisation. Le débat est en tout cas, une cité, un petit pays qui regarde le monde et qui est avide de trouver sa place et d'exister un peu comme Singapour ou d'autres pays étincelants. Donc, vous parlez d'une ascension fulgurante, une success story, comme vous dites, principalement grâce à un homme visionnaire mais aussi opportuniste, Hamad Ben Khalifa Al Thani. Qui est cet homme et pourquoi cette ambition hors norme ? Cheikh Hamad, quand il prend le pouvoir en 95, en fait, c'est une revanche par rapport à son père, Cheikh Khalifa, qui voulait faire du Qatar, finalement, presque une province saoudienne. Cheikh Hamad, qui est jeune, qui voit à côté Dubaï, avec ses gratte-ciel, avec ses grands malls, ses autoroutes, cette modernité, lui explique, et nous, on a plein de gaz qui dort sous le golfe Persique qu'on partage avec l'Iran, on ne l'utilise pas, nous, on reste en gros dans le sable. Donc c'est pour ça qu'il renverse son père, Cheikh Khalifa, en 95. Et la vision de Cheikh Hamad, c'est justement de poser le Qatar sur la carte, d'utiliser ses ressources, en l'occurrence le gaz, pour rayonner, pour, encore une fois, étinceler sur la scène mondiale et dans tous les domaines, encore une fois, économiques, sportifs, culturels, diplomatiques. Et là, c'est presque une revanche que veut prendre le Cheikh Hamad sur son père et aussi sur les voisins émiriens comme Dubaï. Mais c'est intéressant de voir cette soif de reconnaissance dans le Golfe. Oui, parce que le Qatar, c'est le dernier élève de la classe où on découvre les hydrocarbures, le gaz notamment. La grande découverte du gaz au Qatar, c'est 1971. Les autres, Koweït, Arabie Saoudite, Émirats, Bahreïn, ils connaissent le pétrole déjà depuis les années 30, 40, 50. Les pétrodollars ont ruisselé sur ces pays. Et donc le Qatar, c'est, je disais, le dernier relève de la classe. Et donc, il a presque une soif de revanche sur les voisins, de dire « moi aussi, je suis riche, moi aussi, je peux me développer, moi aussi, je suis indépendant ». Donc, c'est intéressant, dans votre livre, vous diagnostiquez la diplomatie, la manière de faire des Qatariens. Vous parlez de diplomatie de carnet de chèques au Qatar, mais plus loin, en Libye, par exemple. Vous parlez aussi d'une influence, un soft power, avec politique, ceci médiatique, bancaire et également au niveau du sport. On le voit avec le PSG. Alors, pourquoi ça choquerait quand il s'agit d'un pays comme le Qatar et que ça choquerait moins pour un autre pays? C'est le propre de la diplomatie, non? Oui, alors le Qatar, évidemment, comprend que pour exister, il n'a pas d'armée, une armée de 12 000 hommes, et ils ne font pas le poids par rapport aux Iraniens, aux Irakiens ou aux Saoudiens. Donc il se dit, Cheikh Hamad se dit, comment je vais construire ce pouvoir, comment je peux rayonner. Et évidemment, il fait ce soft power. Alors tout va bien quand on est dans la médiation, quand on est dans l'investissement, quand on est dans le culturel, on construit des musées, on construit la cité de l'éducation au Qatar. Et puis c'est vrai qu'on commence à être borderline, j'allais dire, on franchit les lignes rouges, notamment dans les printemps arabes, où Al Jazeera devient finalement le porte-parole du Qatar et des révolutionnaires
pas toujours, j'allais dire, modéré. Hein. Moi, je me souviens très très bien, le chef de la branche d'Al-Qaïda en Syrie, M. Jolani, avait quasiment antenne ouverte sur les antennes d'Al Jazeera. C'est-à-dire ils vont jouer un peu avec le feu. C'est-à-dire que leur diplomatie de médiation, c'est-à-dire de rapprocher les gens, va se transformer en un outil pour changer le monde arabe, mais parfois pas avec les gens les plus démocrates, les plus modérés. On l'a vu en Libye, hein, ils ont livré 20 000 tonnes d'armes à la révolution libyenne, aux modérés, mais aussi à des gens peu recommandables, avec des djihadistes, des gens d'Al-Qaïda. Donc après, c'est vrai que quand vous jouez un peu sur tous les tableaux, eh ben, à la fin, vous pouvez vous brûler. En France, on l'avait révélé avec Jean-Paul Bruno, avec notre bouquin Qatar Papers, quand vous commencez à financer les mosquées, les associations des frères musulmans en France, environ 30 millions, 22 projets, bah, vous commencez à jouer avec le feu. C'est pas simplement on rachète le PSG et on rachète le Royal Monceau, on commence à toucher presque l'ADN du pays. Et donc les gens, ça suscite des réactions, des interrogations, avec une question. Mais que veut le Qatar? Quel est votre agenda? Simplement, c'est faire du business ou essayer de prendre le contrôle de la communauté musulmane en France? Et ça, évidemment, il y a eu un grand flou, une opacité. Les Qatariens, comme souvent dans le Golfe d'ailleurs, ne sont pas des bavards, ils donnent peu d'interviews. Et donc, en France, il y a eu beaucoup d'interrogations sur le rôle du Qatar. Justement, ce qui nous frappe dans ce livre, c'est ce dualisme, ce double jeu. D'une part, investir dans la culture, dans le sport, et d'autre part, financer les frères musulmans, et puis aussi cet ADN wahhabiste qui est lié au Qatar. Justement, Christian Chesneau, que veut le Qatar? Justement, ils veulent de l'influence, c'est-à-dire qu'ils veulent être reconnus, et la Coupe du Monde, ça sert à ça, j'allais dire, c'est l'apothéose pour l'émir Tamim. Ils veulent être reconnus. Encore une fois, sur la période printemps arabe, ils ont joué avec le feu. Je pense qu'ils ont été victimes de leur succès. Ils ont pensé que finalement tout s'achète, et ça c'était un peu la devise de Ahmed Ben Jassem, qui était l'ancien Premier ministre, l'ancien patron de la diplomatie qatarienne, qui était vraiment l'homme qui a fait rayonner le Qatar aussi à l'étranger. Et pour lui, tout s'achète. Il suffit de mettre le prix. Donc à partir de là, oui, on peut acheter, mais ça provoque aussi des réactions. Et donc, voilà, l'achat d'influence, pourquoi pas, mais à un moment donné, il faut être, je veux dire, réaliste. Et le problème du Qatar, c'est que c'est un petit pays, on ne l'a pas dit, mais 300 000 habitants, j'allais dire une rue du Caire ou une rue d'Alger, grand comme la Corse, et vous voulez vous comparez à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite, à l'Irak, à l'Iran. Il y a un moment donné, il y a eu une contradiction entre le poids réel du Qatar et son poids d'influence qui est énorme. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend encore de la vigueur avec la crise en Ukraine et le gaz. Les prix qui explosent, pour le Qatar, c'est une bénédiction. Mais justement, quelle marge de manœuvre et surtout, quelle influence encore pour le Qatar en France et en Europe? L'influence va continuer à grandir. Alors, en Europe, les Qatariens vont moins privilégier l'Europe pour les investissements. Ils ont fait beaucoup de choses. Hein. Je rappelle, c'est 45 milliards d'euros d'investissement en Angleterre, 25 en France, 25 en Allemagne. Ils sont aussi en Italie, en Suisse, en Espagne. Maintenant, leurs investissements, ils veulent, j'allais dire, qu'ils soient planétaires. Ils visent aujourd'hui l'Amérique, les États-Unis et surtout toute l'Asie, c'est-à-dire l'Inde, le Pakistan, jusqu'à la Chine, la Corée, le Japon, l'Indonésie. Donc il y a un peu... L'Afrique de l'Ouest, vous le dites. Et l'Afrique de l'Ouest, voilà. Et des pays africains. Donc l'Europe, je crois que maintenant, et notamment la France, c'est presque devenu un lieu de villégiature. Bon, ils ont la famille régnante, El Thani, à tous ces quartiers d'été au-dessus de Cannes, sur la Côte d'Azur. Ils vont continuer à venir. Ils ont des appartements, des hôtels particuliers à Paris, ils vont continuer, mais ils vont aussi diversifier leurs investissements au-delà de l'Europe. Concernant la Coupe du Monde, ce sera la dernière question. C'est une première pour un pays musulman, un pays arabe. Les critiques qui sont ici en France concernant cette organisation de mondial 2022 est perçue par le Qatar et les pays arabes comme étant une sorte d'islamophobie. Est-ce que c'est une bonne idée de boycotter le mondial du Qatar? Non, je pense que le boycott n'est pas une bonne idée, c'est même contre-productif. Le vrai problème, le vrai scandale, c'est la FIFA. Hein, la FIFA qui donne évidemment le mondial à un pays qui ne connaît pas le sport, dans un pays désertique. On s'aperçoit 2 ans après qu'il fait chaud l'été, il fait 50 degrés, on ne va pas pouvoir jouer, donc il faut déplacer le tournoi en décembre. La FIFA qui n'a pas mis de cahier des charges sur l'environnement, sur les droits humains, sur les travailleurs. Donc le scandale, il est là. Après, le Qatar, il joue sa partition. C'est vrai qu'aujourd'hui, les critiques, il y a beaucoup
d'hypocrisie, hein, et d'ailleurs les Qatariens le disent. C'est vrai que vous, Français, vous voulez pas de fat zone, mais vous voulez le gaz du Qatar. Donc, à un moment donné, il y a aussi des contradictions chez nous, parce que le Qatar, c'est aussi le miroir de nos fantasmes, miroir de l'argent roi, parce qu'encore une fois, le pays est immensément riche, alors que la France, l'Europe est un peu en déclin. Le miroir aussi sur les valeurs, sur l'islam, sur les droits de la femme, etc. Donc il y a une espèce de jeu de miroir déformant. Et donc tous les fantasmes, tous les clichés, de part et d'autre d'ailleurs, hein, je pense que les Qatariens aussi ne comprennent pas forcément la France et vice-versa. Donc il y a des incompréhensions. Et donc cette Coupe du Monde, elle a lieu au Qatar, pourquoi pas. C'est vrai que Michel Platini à l'époque avait dit que c'était une candidature loufoque, mais finalement elle va se jouer. Il l'a soutenu. Voilà, il l'a soutenu. Voilà, c'est pour ça. On en est là. La France a soutenu, par l'intermédiaire de Nicolas Sarkozy, qui était le président de la République à l'époque, il a soutenu le Qatar. Donc, après, 10 ans après, on se dit, ah ben non, il ne faut pas de Coupe du Monde là-bas. Donc voilà, c'est un peu, j'allais dire, beaucoup d'hypocrisie. Le Qatar, il y a des critiques à faire. Le Qatar s'est aussi amélioré sur les travailleurs, etc. Mais voilà, c'est un peu, comment dire, on est un petit peu dans cette hypocrisie. On veut pas, voilà, ça nous embête de voir un petit pays avoir une Coupe du Monde, hein, même si effectivement il y a des critiques. Christian Chesneau, merci. Merci à vous. Merci à vous également d'avoir regardé cet entretien sur France 24. À bientôt.